Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. Et en ce moment même a lieu à Besançon la confrontation tant attendue entre Jonathan Daval et la famille d'Alexia, son épouse, retrouvée morte le 30 octobre 2017. C'est donc un nouvel épisode dans l'incroyable feuilleton de cette affaire qui nous fascine depuis maintenant plus d'un an. Il y a eu d'abord les aveux en janvier dernier d'un mari qui jouait jusqu'alors les veufs éplorés. Et puis ce coup de théâtre, il s'est rétracté en juin pour accuser sa belle famille du crime. Jonathan est pourtant aujourd'hui le seul à être mis en examen, mais il n'en démord pas, il le répète encore et encore devant le juge. Alexia a été étranglée par son beau-frère Grégory Gay et toute la famille a décidé de le couvrir. Les parents d'Alexia et le couple Gay ont demandé une confrontation avec Jonathan pour en découdre. Elle leur a été accordée par le juge et elle se tient donc en ce moment même dans son bureau. Nous irons en direct sur place. C'est un témoignage qui pourrait bien résoudre une énigme judiciaire de près de 100 ans, l'affaire Seznec. Un témoignage que vous entendrez là encore dans un instant. Et puis un autre témoignage, un témoignage rare, celui de Claudia, qui a subi l'inceste depuis l'âge de 5 ans et jusqu'à son adolescence. Claudia va subir viol et attouchement de la part de 3 membres de sa propre famille, 2 de ses oncles et son propre frère. Un enfer. Pourtant, aujourd'hui, Claudia veut parler pour donner de la force et de l'espoir aux victimes comme elle. Elle sera sur ce plateau dans un instant pour partager son histoire. Et dans le journal des faits divers de Mathieu Jabot, vous entendrez la parole d'un délinquant sexuel hospitalisé à Limoges. Et puis nous vous parlerons également de cet homme tué hier par une voiture en plein rodéo à Strasbourg. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que vous vous posez, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne en direct, sont aujourd'hui Maître Arnaud Touati, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Avocat pour nous expliquer les procédures judiciaires, Sabrina Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Psychologue pour comprendre les rouages psy de chacun, et puis Charlotte Durand, bonjour. Bonjour. Spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission qui a travaillé sur ces dossiers. C'est donc aujourd'hui et en ce moment même que se tient la confrontation tant attendue entre Jonathan Daval et la famille de son épouse Alexia. Et le rendez-vous promet d'être explosif. Souvenez-vous, l'ancien gendre idéal avait avoué dans un premier temps le meurtre d'Alexia en janvier 2018. Et puis il était revenu en juin sur ses aveux. Il accuse depuis son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé la jeune femme au terme d'une dispute pendant une soirée en famille fin octobre 2017. Dès lors, selon Jonathan, un pacte familial aurait été scellé pour protéger Grégory. C'est donc toute la famille d'Alexia qui est mise en cause dans cette troublante version. Une histoire de couple au départ, une guerre des clans maintenant. C'est donc la première fois depuis quelques instants que Jonathan revoit sa belle famille depuis ses aveux il y a presque un an. Je vous propose tout de suite de voir ce qui s'est passé depuis ce matin devant le tribunal où se trouve en ce moment Jonathan Daval et sa famille. Côté cour, le fourgon qui transporte Jonathan Daval s'engouffre une nouvelle fois dans le garage du palais de justice. Côté jardin, au même moment, sa famille arrive pour le soutenir. Même si sa mère le sait, elle ne le verra pas en ce moment crucial où tout se joue peut-être. Il est très fatigué. Bon, il est anxieux, il veut faire la confrontation, mais il est très très fatigué. Donc on espère que ça va aller, qu'il va tenir le coup. Tenir le coup par rapport à l'audience, non, la version, c'est sa version, il la changera pas, c'est la vérité, donc non, ça il la changera pas. Mais ça va être très émotif tout ça pour lui, hein. C'est très très fort. Il était relativement serein, normalement angoissé si je peux utiliser cette formule, parce qu'il passe devant le juge d'instruction. Parce qu'il sait qu'il est très attendu par notamment Grégory Gay, qui a été très incisif et très actif, on va dire même au niveau de la presse ces derniers temps. Donc effectivement, cette confrontation est angoissante. Oui, c'est au tour des parties civiles de faire leur entrée. Les parents, la sœur et le beau-frère arrivent ensemble, comme pour faire bloc dans cette affaire qui les déchire. Cette confrontation, on l'a souhaitée, on l'a demandé, on l'a eue. On espère qu'elle fera bouger les lignes, voilà. c'est un moment clé. C'est un des moments clés. Il n'y a pas de moment clé dans un procès pénal. Tous les moments sont des moments clés.
Grégory Gay sera le premier à affronter Jonathan Daval dans le secret du bureau de l'instruction. Ce sera version contre version, les deux hommes s'accusant mutuellement d'avoir assassiné Alexia. Voilà donc pour ces images qui nous sont parvenues il y a seulement quelques instants. Avec nous sur ce plateau, Laurent Monté, criminologue, bonjour. Merci d'être avec nous et je vous propose tout de suite de partir en direct sur place pour rejoindre Willy Graff qui est journaliste à l'Est républicain. Willy Graff, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Où en est-on dans cette confrontation? Est-ce que la première étape, c'est-à-dire l'étape de la confrontation avec Grégory Gay, est terminée? Oui, tout à fait. Les confrontations ont démarré à partir de 9h, 9h30 et se sont interrompues le temps de midi, une demi-heure, à midi et demi, de midi et demi à 13h. Grégory Gay puis Stéphanie ont déjà été confrontés à Jonathan Daval. Stéphanie, donc l'épouse de Grégory Gay. Et puis là, ce sont au tour des parents d'Alexia d'être mis en présence de leur gendre. C'est une première depuis 10 mois. Ça fait 10 mois qu'ils ne s'étaient pas retrouvés. Et on en est là pour le moment. On attend. On est au palais de justice. Et le procureur de la République envisage une conférence de presse pour 15h. Très bien, on aura l'occasion de la suivre, bien évidemment. C'est important de savoir si vous les avez vus ressortir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser Grégory Gay ou sa femme en train de sortir du palais de justice pour savoir un peu dans quel état d'esprit ils étaient? Alors, effectivement, ils sont ressortis le temps de la pause, tous ensemble. Grégory Gay, Stéphanie Gay, mais également les parents d'Alexia. En revanche, ils ne sont pas exprimés. Grégory Gay, à plusieurs reprises, est redescendu également tout seul au rez-de-chaussée dans la salle d'accueil parce qu'il y a son père qui est présent, qui est venu pour le soutenir. Un peu plus loin, on a également la mère de Jonathan Daval qui s'est exprimée et qui est aussi là pour... elle sait qu'elle verra pas son fils, mais voilà, c'était important pour elle d'être là dans le même bâtiment que son enfant pour le soutenir. C'est ce qu'elle a dit en tout cas. Est-ce que vous avez senti la famille Daval plutôt sereine quand vous les avez vus ressortir pour la pause déjeuner ou vous avez senti une certaine tension sur leur visage? C'est difficile à dire, mais effectivement, ils avaient les visages fermés, beaucoup de journalistes autour d'eux, donc voilà, fermés, stressés, ça c'est une évidence. Après, bon, on n'est pas dans leur tête, mais bon, on sent que c'était pas une partie de plaisir ce matin. C'est évident, et on rappelle que c'est à leur demande que cette confrontation a lieu. Merci beaucoup Willy Graff, journaliste à l'Est républicain. Merci d'avoir été en direct avec nous et vous nous l'annonciez à l'instant. Sans doute une conférence de presse qui devrait avoir lieu aux alentours de 15h. On va continuer à suivre ça. Laurent Monté, je reviens vers vous dans un instant pour essayer de savoir ce qui peut tirer et ce qu'on peut tirer de cette confrontation. Mais je voudrais mettre Arnaud Touati dans un premier temps que peut-être vous nous expliquiez, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe, une confrontation dans le bureau d'un juge. En fait, c'est un face-à-face. Ils sont tous les deux face-à-face et ils se parlent? Absolument pas. Alors la particularité de la confrontation, justement, c'est d'éviter que ça tourne à la foire d'empoigne. Donc on a le magistrat instructeur qui va poser des questions simultanément à une partie et à l'autre partie, de sorte à pouvoir déterminer si effectivement les visions sont bien des visions divergentes et s'il n'y a pas moyen d'arriver à obtenir la vérité en ressortant des témoignages de chacun. Mais c'est-à-dire, pour être très clair, on a le magistrat qui est face à Jonathan Daval, qui a son avocat, je suppose. Absolument. Il y a également Grégory Gay, si on prend la première confrontation qui s'est produite, qui est avec son avocat également, mais ils ne sont pas face à face physiquement, même pas physiquement. Même ne serait-ce que dans la manière avec laquelle ils sont positionnés vis-à-vis du magistrat, on fait en sorte qu'ils ne se retrouvent pas l'un en face de l'autre. Vous avez d'un côté le magistrat instructeur, de l'autre côté les parties séparées très vraisemblablement de leurs avocats respectifs, de sorte à ce que, si vous voulez, il n'y ait pas de contact, pas même un contact visuel, physique, où ils ne se parlent pas, quoi. Mais en fait, c'est pas une vraie confrontation alors. Alors, c'est un échange. C'est une confrontation de leur point de vue potentiellement. C'est-à-dire qu'encore une fois, il va y avoir le point de vue de Jonathan Daval, le point de vue de Monsieur Gay, et après, en fonction des informations qui vont être transmises au magistrat, à ce moment-là, le cas échéant, on en tirera que ces versions sont changeantes ou pas. Mais dans le cas présent, on a entendu assez fortement et assez souvent Grégory Gay demander cette confrontation. Donc on se dit qu'il doit avoir des choses à dire directement à Jonathan Daval. La structure de la justice telle qu'elle est faite l'empêche d'interpeller directement, par exemple, Jonathan Daval en lui disant « mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu racontes ça ?» Ça, c'est impossible. Alors, il ne peut pas l'interpeller directement, mais par contre, il peut le faire par le truchement de son avocat. C'est-à-dire que là, on a les avocats qui sont présents, qui peuvent
effectivement, eux, apporter des éléments complémentaires, mais ils n'ont pas, encore une fois, techniquement en tout cas, c'est la théorie, parce qu'en pratique, dans le feu de l'action, on peut imaginer que certains propos peuvent être adressés à l'un ou à l'autre, mais en toute logique, ça doit systématiquement passer par le magistrat. Ah, c'est intéressant de faire cette précision dès le début, parce que je pense que vous êtes beaucoup à nous regarder, à penser que c'était une vraie confrontation face à face avec des gens qui se parlent, des gens qui s'interpellent. C'est pas un ring de boxe. C'est pas un ring de boxe, en effet. Laurent Monté, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une confrontation telle que celle qui est en train de se dérouler en ce moment sur place? C'est la vérification de détails. Je pense que maintenant les versions sont connues, sont relativement circonstanciées des deux côtés. On a bien compris qu'il y avait quand même des incohérences dans la version de l'attaque contre le beau-frère. Mais voilà, il faut quand même tout vérifier. Et donc dans la méticulosité de la désarticulation de chacun des témoignages, sans doute que le magistrat a prévu des questions clés, des questions chocs même parfois, qui mettront sans doute en lumière peut-être de cette... voilà. Mais je reconnais que la confrontation telle qu'elle est organisée en France, en tout cas, laisse quand même une certaine marge à celui qui prétend une version pour difficilement, en tout cas, la contrecarrer face à face ou avec des interactions, vous voyez, qui pourraient peut-être révéler certaines choses. Oui, parce qu'on aurait pu penser, quand on dit c'est aujourd'hui le jour de la confrontation, on aurait pu penser que c'est de là qu'allait quasiment sortir la vérité et ce qu'ils étaient vraiment passés. Or, c'est très compliqué, vu comment la confrontation est organisée. Voilà, c'est plus subtil, c'est un jeu d'orfèvre, quelque part, de rechercher vraiment certains détails qui seraient incohérents, sur lesquels on pourrait relever des éléments qui seraient malvenus ou des anomalies quelconques. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est l'aspect psychologique peut-être d'une confrontation, même si c'est pas une confrontation directe, même si c'est une confrontation via le magistrat, Sabrina Philippe, ça peut quand même avoir un impact, parce que là, en plus, c'est la première fois que Jonathan Daval revoyait physiquement Grégory Gay et vice-versa. Ça peut avoir un impact psychologique. Ça peut avoir un impact, et c'est d'ailleurs ce qui est recherché et ce qui est souhaité. Puisque si cette confrontation a été demandée, notamment par Grégory, c'est pour que finalement, celui qui oppose, enfin c'est une autre version, comme quoi il serait Grégory impliqué, coupable, puisse finalement se démentir. C'est une chose que de livrer une version, c'en est une autre que quand même de la soutenir. Face à la personne. Face à la personne, même si on n'est pas tout à fait face à face. On entend sa voix, enfin voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Et qu'est-ce qu'on espère? On espère que la vérité quand même éclatera. On espère que, par faiblesse, quelque part psychologique, par épuisement peut-être, par fatigue, on voit là, sa maman disait qu'il était fatigué, qu'une certaine vérité pourrait ressurgir. Laurent Monté, vous qui êtes criminologue, est-ce qu'il y a des astuces, entre guillemets, qui sont utilisées par les magistrats dans le cadre de confrontation, justement, pour arriver à déceler des incohérences ou faire craquer, en tout cas faire surgir la réalité de la part des personnes qui sont en face? Sans aucun doute. À l'occasion déjà de ses premiers aveux, il y avait eu un vrai travail d'analyse comportementale fait par la gendarmerie, à l'occasion, qui était donc présent, qui a aidé considérablement, je dirais, le basculement des aveux à ce moment-là. Et sans doute que il y a souvent deux leviers, la culpabilité, surtout lorsque il s'agit donc des personnes qu'on connaît très fortement, on les remet vraiment face à la réalité, soit de photos, soit de scènes, soit de détails, vous voyez, plutôt cadavériques ou d'autopsie. On montre bien que finalement, c'est ça qui a été vraiment fait, et c'est toi qui l'aimais qui l'a fait. Donc là, on a vraiment, vous voyez, un levier comme ça, émotionnel, qui peut jouer. Et puis, il y a des moments, c'est vrai, l'épuisement joue beaucoup. Sans aucun doute dans une garde à vue, le fait que on en vient effectivement à accumuler progressivement les éléments matériels sur lesquels il ne peut rien dire, et on l'amène gentiment sur une voie de garage, dans l'impasse finalement de l'évidence qu'il ne peut qu'accepter. Est-ce que dans un cas comme celui-là, Jonathan Daval aurait pu refuser la confrontation, par exemple? Oui, je pense. Légalement, peut-être remettre. Absolument, il aurait pu tout à fait la refuser. Et pour rebondir sur la question que vous posiez, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on est sur un système dit inquisitoire. C'est-à-dire que vous avez un magistrat qui contrôle. Aux États-Unis, par exemple, si les téléspectateurs voient des films américains, là, on est sur un système accusatoire, donc on peut parfaitement avoir une opposition, pour le coup, face à face, avocat-partie, sans que le magistrat soit entre les deux. Mais en France, on a une logique qui consiste à dire, si on veut respecter l'égalité des armes entre les différentes parties,
parties, il faut que ça passe par le magistrat, encore une fois. Et si Jonathan Daval avait dit moi j'ai pas envie de me retrouver confronté à Grégory Gay, en fait la justice est obligée de céder. Enfin, il n'y a pas de confrontation. Il aurait pu refuser la confrontation s'il l'avait souhaité. Et la justice doit céder. C'est-à-dire elle doit... Une confrontation, ça suppose que les parties l'acceptent. D'accord. Donc on peut supposer quand même dans un cas comme celui-là, Laurent Monté, que s'il accepte la confrontation de Jonathan Daval, c'est qu'il se sent assez fort quand même, non ? Ah oui, je pense qu'il a maintenant une version à laquelle il tient, qu'il va fortifier jusqu'au bout. Il a d'ailleurs l'ascendant et l'aval de sa propre famille. Donc il a. On a entendu sa maman tout à l'heure. Soutien, voilà, affectif et médiatique. C'est évidemment une voie de garage stratégique au plan procédural. Ça ne peut qu'embrouiller de nouveau les pistes. Et comme l'a très bien dit Maître Florent, c'est certain que s'il maintenait cette version jusqu'au bout sans qu'il n'y ait aucune autre anomalie révélée, on aurait sans doute un petit enlisement, en tout cas, ou peu de surprises par la suite. Alors, vous l'avez compris, cette confrontation pourrait être capitale pour la suite de l'affaire, car depuis cette fameuse audition en juin, où Jonathan Daval a fait volte-face, les éléments de l'enquête semblent l'accabler, mais il ne flanche pas et maintient la thèse du complot familial, vous venez de le voir, une thèse plausible, selon son avocat, Maître Randall Schwandorfer. Alors, qui dit vrai, retour sur 6 mois de révélations plus intrigantes les unes que les autres. Le 27 juin dernier, à Besançon, Jonathan Daval est reçu par le juge d'instruction. Et contre toute attente, il revient sur ses aveux et nie avoir tué son épouse. En l'état à ce jour, Jonathan Daval conteste être l'auteur des faits d'homicide qu'on lui reproche sur la personne d'Alexia. Il accuse alors son beau-frère, Grégory Gay, marié à la sœur d'Alexia, Stéphanie, d'avoir tué son épouse au terme d'une violente dispute. Mais ce n'est pas tout. Jonathan Daval mentionne également qu'à la suite du drame, un pacte familial aurait été scellé pour protéger Grégory Gay. Les déclarations de l'époux d'Alexia sont un véritable coup de massue pour la famille de la jeune femme. Ils apprennent la disparition de leur fille, puis la mort de leur fille dans des conditions effrayantes, puis la carbonisation de leur fille, puis ils reportent tout leur amour sur leur gendre, en qui ils ont une confiance absolue. Puis ils apprennent que leur gendre se désigne comme l'auteur de la mort de leur fille, puis maintenant ils apprennent, la presse l'a publié, que leur gendre les accuse d'avoir une responsabilité relativement importante dans ces faits. Est-ce qu'on peut maintenant aller très au-delà dans l'horreur ? Ça me paraît difficile. Jusqu'ici, Jonathan Daval a fourni plus de 5 versions différentes sur le meurtre d'Alexia. Avec pourtant une seule constante. Il a toujours nié avoir brûlé le corps retrouvé en partie carbonisé dans les bois le 30 octobre 2017. Mais l'enquête pourrait bien mettre à mal ces déclarations. Lors d'une perquisition au domicile du jeune couple, les enquêteurs avaient découvert une bombe à aérosol entamée dont le bouchon avait disparu. Or, sous le bras droit de la victime, au milieu des feuilles mortes, les gendarmes avaient justement retrouvé un capuchon en tout point similaire à celui manquant sur la bombe de chez Jonathan. Alors, serait-ce avec cette bombe que Jonathan Daval aurait tenté de brûler le cadavre de sa femme? Pourquoi a-t-il une nouvelle fois changé de version? Et est-ce une stratégie de défense ou la terrible vérité? Tout récemment, un autre élément surprenant du dossier a été dévoilé. Il s'agit d'un document retrouvé sur l'ordinateur de Jonathan et rédigé 10 jours seulement après la mort d'Alexia. Un texte qui résume, point par point, la trame de sa journée du 28 octobre 2017, journée où Jonathan Daval va faire croire que sa femme Alexia a disparu pendant son jogging matinal. Mais alors pourquoi avoir écrit ce scénario bien après l'avoir exécuté? Ce texte aurait-il pu être dicté par quelqu'un à Jonathan, ou serait-ce simplement un pense-bête destiné à le conforter dans son mensonge? La semaine dernière, on apprenait également qu'un cheveu de la mère de Jonathan, Martine Henry, avait été retrouvé dans la voiture de ce dernier par les enquêteurs. Et c'est cette même voiture qui aurait servi à Jonathan pour déplacer le corps d'Alexia jusqu'au bois le soir de son meurtre.
Martine Henry nie pourtant formellement toute complicité et dénonce un simple hasard. Une autre information, publiée le 28 novembre, dévoile qu'Alexia aurait ingéré dans les mois précédant sa mort des doses importantes de médicaments. Parmi les molécules repérées, lors des prélèvements effectués par les experts, on retrouve un hypnotique, utilisé comme somnifère, un décontractant musculaire, mais également du tramadol, un antalgique opiacé. Des découvertes qui sèment le trouble, car selon la famille, Alexia était en bonne santé et n'aurait jamais ingéré ce type de médicaments. Des médicaments contre-indiqués en cas de grossesse. Et Alexia souhaitait tomber enceinte. Alors la jeune femme aurait-elle été droguée à son insu? Son mari serait-il derrière tout ça? Et quels autres secrets cache encore ce dossier? Voilà, et je vous rappelle qu'en ce moment même se tient la première confrontation au tribunal de Besançon entre Jonathan Daval et la famille Daval. Vous avez vu nos images tout à l'heure, on y était en direct également et on surveille pour savoir s'il y a une conférence de presse du procureur qui pourrait être annoncée dans les minutes qui viennent et sans doute aux alentours de 15h. Laurent Monté, quelles sont les prochaines étapes maintenant? Il s'agit de vérifier sans doute des éléments de reconstitution. Parce qu'il y a encore quelques zones d'ombre, et en particulier celle du chemin menant le cadavre là où on l'a retrouvé. C'est-à-dire depuis la voiture où elle est censée avoir été immobilisée, à l'entrée d'un chemin donc de terre en forêt, et ensuite une route sur laquelle on parvient, donc mais assez isolé, il faut reconnaître les choses. Et Jonathan Daval dit d'ailleurs toujours qu'il n'a jamais brûlé le corps d'Alexia, c'est important ça. Oui, alors, je dois reconnaître une chose, à décharge peut-être, c'est que nous avons effectivement quand même sur ce chemin, alors il est estimé en une centaine de mètres, parfois on va un petit peu moins, mais enfin, il faut imaginer qu'une personne seule, transportant donc le cadavre, je rappelle qu'il n'a pas été retrouvé sur lui des traces de griffures ou de traînage, donc ça suppose que le corps n'était pas en contact avec le sol, a priori. Et donc, il faut imaginer qu'une seule personne, dans la version où il n'y a pas de complice, transporte cela. En l'occurrence, Jonathan. En l'occurrence, Jonathan dans l'hypothèse première. C'est pas un grand costaud. Alors, c'est pas un grand costaud, mais c'est un tonique, et surtout, il existe des techniques de portage de corps, notamment en matière de secourisme, où on peut tout à fait balancer sur les épaules, force des quadriceps, la chose, et en marchant tranquillement. Mais on dit qu'on est largement épuisé au bout de 15 mètres quand même. Donc on doit faire des pauses. Ouais. Rien n'interdit à ce qu'il fasse 15 mètres, fasse une pause, 15 mètres, fasse une pause, dans l'absolu, comme ça, jusqu'à ce qu'il parvienne à ça, 50, 100 mètres. Mais il faut reconnaître que c'est beaucoup plus pratique, dira-t-on, de le faire avec deux personnes, et en particulier donc en transportant le corps, par exemple, en maintenant les bras, vous voyez, donc des deux côtés des épaules de chacun qui le tient, jusqu'à parvenir à l'endroit. Donc les deux hypothèses, en réalité, sont possibles, faisables, il y en a simplement une qui est plus pratique que l'autre. Et ce que vous nous dites, c'est un complice, pourquoi pas? Rien sur cet élément isolé des autres ne l'interdit. Charlotte Durand, rédactrice en chef de cette émission, un mot quand même sur l'endroit où le corps a été retrouvé, parce qu'à un moment donné, il y a eu la volonté de faire une reconstitution. Oui, alors la reconstitution a été refusée par Jonathan Daval. Il a tout simplement exprimé qu'il ne pouvait pas reproduire des gestes qu'il n'avait pas commis. Donc pour se tenir à sa version. Donc il refuse toute reconstitution. En revanche, il est envisagé qu'il y ait un déplacement dans ce fameux bois pour qu'on puisse voir la configuration des lieux. Sans forcément procéder à une reconstitution, mais simplement voir un petit peu comment les lieux sont configurés et voir si effectivement il a pu transporter le corps d'Alexia tout seul. Laurent Monté, j'aime bien cet argument, je ne peux pas refaire des gestes que je n'ai jamais faits. C'est pas mal, en fait, ça tient. Je ne nie pas l'avoir fait. On a déjà entendu ce genre de petites formules. Non, l'idée c'est que, vous savez, on peut toujours jouer psychologiquement des formules. Mais rien n'est arrêté, c'est pas une preuve. Non, c'est pas une preuve, mais voilà, ça s'entend. Voilà, ça s'entend. Ça s'entend, je ne peux pas refaire des gestes que je n'ai jamais fait. Exactement. Donc, un mot peut-être là-dessus pour terminer, Sabrina Philippe. Non, mais je pense que là, il est dans sa version, il fait tout pour maintenir sa version, et il sait très bien ce qui est en jeu aussi. Alors, soit cette version est juste, ça, on n'a pas la réponse aujourd'hui, soit c'est la vérité, soit elle est fausse, mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui sait jouer. Parce qu'il a quand même maintenu une version, en tout cas pendant 3 mois, de l'homme éploré, sans aucun souci.
Et là, il a su très bien jouer la comédie à tous, y compris devant les caméras. Donc c'est quelqu'un qui sait mentir. Il faut quand même se rappeler de ça. Voilà. Et quand on sait mentir, on sait maintenir ses théories. Sinon, on n'est pas un bon menteur. Merci Sabrina Philippe. Merci Laurent Montet, criminologue, d'avoir été avec nous. Bien évidemment, si on a de nouveaux éléments dans l'après-midi, on aura l'occasion d'y revenir lundi. Puis vous reviendrez nous voir avec vos analyses sur ces nouveaux éléments. Merci beaucoup. On passe au journal des faits divers avec un témoignage inédit maintenant qui a été recueilli par nos confrères de RMC. Il s'agit de la célèbre affaire Seznec. Alors l'affaire Seznec, vous en avez forcément entendu parler. C'est l'histoire du meurtre de Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère en 1924, pour lequel un homme, Guillaume Seznec, avait été condamné au bagne en Guyane pendant 23 ans. Le corps de Pierre Quémeneur n'a jamais été retrouvé et toute sa vie, Guillaume Seznec n'a cessé de clamer son innocence. 9 fois, ses proches ont demandé la révision du procès, mais toutes leurs demandes ont été rejetées. Mais aujourd'hui, pourtant, un témoignage pourrait tout changer. Ce témoignage, c'est celui de Cécilia Morand, 85 ans, la fille de Georges Morand, qui était chargé du cimetière du village à l'époque des faits. Et Cécilia Morand affirme connaître le nom de l'assassin de Pierre Quémeneur et même l'endroit où son corps est caché. Mon père s'appelait Georges Morand. Il était responsable du cimetière à cette époque-là, tout en étant agriculteur. Et un jour, Raymond l'aîné est venu le chercher en pleine nuit pour qu'il l'aide à ramener le corps de Quémeneur. Raymond l'aîné avait tiré et l'avait blessé au ventre et ils l'ont ramené au cimetière. Là, mon père a indiqué quelle tombe il fallait prendre. C'était des tombes abandonnées depuis des années. Et là, ils ont déposé le corps dans le caveau. Voilà, un témoignage choc, bien évidemment, et c'est vrai que ça fait très longtemps que la famille de Guillaume Seznec se bat pour connaître la vérité. Charlotte Durand, le petit-fils en particulier, moi j'ai eu l'occasion de recevoir dans des émissions, qui se bat pour montrer que son grand-père était innocent. Est-ce qu'il a réagi à ces déclarations? Oui, il a réagi, l'un des petits-fils, parce qu'ils sont plusieurs, mais ils ont affirmé qu'ils considéraient que cette version était très crédible et qu'ils allaient rencontrer donc cette femme, Cécilia Morand, pour voir si elle maintenait sa version, et si tel est le cas, ils envisagent évidemment de déposer une énième demande en révision. On sait que toutes les précédentes ont été rejetées. Donc là, c'est encore un nouvel espoir, d'autant plus que pour une fois, on a un lieu précis concernant l'endroit où se trouve le corps, chose qui n'a jamais été le cas. Donc des fouilles peuvent être envisagées. Donc il y aura peut-être encore une demande de révision. Merci Charlotte. On poursuit ce journal des faits divers avec un témoignage fort et rare, celui d'un délinquant sexuel qui a été pris en charge par le centre hospitalier Esquirol, c'est à Limoges, dans le but de prévenir les risques de récidive. Mathieu Jabot. Cet homme qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat est pris en charge depuis 5 ans par l'unité Michel Foucault du centre hospitalier Esquirol à Limoges. Ce témoin, qui est un jeune adulte, a rejoint cette unité spécialisée à sa propre demande après avoir été arrêté pour agression sexuelle alors qu'il était encore mineur. Une arrestation qui avait provoqué en lui un déclic et l'avait convaincu qu'il allait devoir se soigner, comme il en témoignait hier. Écoutez-le. Que je tournais dans une spirale infernale jusqu'au jour où j'ai été arrêté par les gendarmes à l'âge de 17 ans. Le choc ça a été un choc pour moi comme pour ma famille. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais vraiment me soigner. La première chose que j'avais demandé, c'était une castration chimique, car c'est vrai que j'avais vraiment peur de mes pulsions, de me faire du mal à nouveau. Voilà. Et j'ai appris au fil des années à me contrôler. Je n'ai pas envie de refaire du mal à des enfants, surtout que j'ai rencontré dans un groupe de parole des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels quand elles étaient mineures. Et ça m'a profondément touché. Notre expert psy Sabrina Philippe, c'est vrai qu'un témoignage comme ça, c'est fort, ça interroge. Ça interroge également sur ce qu'il appelle des pulsions. Ça veut dire que c'est des pulsions qui semblent quand même difficilement contrôlables? C'est exactement ça. Ce sont des actes pulsionnels, violents, sexuels. Et il faut bien comprendre aussi que c'est une maladie. Et c'est ça que ça dit. C'est une maladie et malheureusement, on ne la prend pas suffisamment en charge. Le problème, il est là. On voit bien là que chez un adolescent qui est bien pris en charge, et surtout avec ces groupes de parole, ça c'est un modèle qui vient du Canada. C'est-à-dire qu'on met face à ces hommes agresseurs ou ces femmes agresseuses des victimes. Et en général, ils prennent toute la mesure
des dégâts que peuvent provoquer leurs actes. Mais quand on arrive à faire des choses comme ça, des prises en charge et des thérapies comme ça peut marcher. Donc il faut mettre en place plus de thérapies, y compris dans les centres pénitentiaires. Mathieu Jabot, dans le cas qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a des explications qu'il donne lui-même à ce passage à l'acte? Est-ce qu'il a été lui-même victime d'abus sexuels, comme ça peut arriver également? Alors, il n'a pas été victime d'abus sexuels, mais il a avoué avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part d'adultes lorsqu'il était enfant. Selon ses propres mots, il s'est alors réfugié dans le monde de l'enfance et sa sexualité aurait dévié vers eux. Le message que ce jeune homme souhaitait faire passer à travers ce témoignage, c'est l'importance de se faire aider et accompagner dans ce type de situation pour minimiser les risques de récidive. On se rend désormais à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, avec ce drame révoltant. Hier, un homme de 73 ans est mort après avoir été percuté par une voiture qui était en train de faire un rodéo. Les faits se sont déroulés mercredi soir vers 20h45 rue de Rotterdam à Strasbourg. Cet homme de 73 ans qui promenait son chien dans un square a été percuté par une voiture qui roulait de façon dangereuse et inconsciente en pleine rue. Le vieil homme a été projeté à plusieurs mètres et il a perdu la vie dans le choc. Le conducteur de la voiture, lui, qui n'a pas ralenti ni freiné, a pris la fuite. L'enquête a avancé depuis. Que sait-on? Est-ce qu'on a plus d'informations? Les éléments sont rares pour le moment. Le conducteur de la voiture était toujours recherché hier. Un témoin de la scène n'a pas pu relever la plaque d'immatriculation, ni la couleur, ni le modèle du véhicule selon le procureur de la République, mais une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Une arrestation spectaculaire maintenant dans l'Oise. 2 hommes ont été pris en flagrant délit de vol d'essence par les policiers de Senlis en pleine nuit. Alors c'est une pratique de plus en plus répandue et qui inquiète également les autorités. Cette arrestation a eu lieu en pleine nuit à 2h45 du matin sur une aire de repos de Senlis. Cette nuit-là, un groupe de 8 gendarmes va observer un camion poids lourd garé sur un parking. Pendant plusieurs minutes, 2 hommes vont siphonner le réservoir d'essence du camion, mais la chose la plus surprenante, c'est que l'un des 2 individus est le propre chauffeur du véhicule. Les 2 hommes vont réussir à extraire 200 litres de carburant jusqu'à ce que les gendarmes ne décident d'intervenir. Regardez. On a peut-être un siphonnage de réservoir, mais avec la complicité du chauffeur. Parce que le gars, il vient de passer avec 2 jerrycans de 25 litres. Le vol de gasoil d'un chauffeur poids lourd au détriment de son propre patron. Là, on est à 4 jerrycans pour le moment. On a encore un bidon. Et là, on arrive à distinguer. Ils sont vraiment au niveau du réservoir. Top inter. Cet homme en parka rouge vient de pomper 200 litres de son réservoir, puis les a remis à ce chauffeur en pull violet. C'est un flagrant délit impressionnant. Et c'est donc le chauffeur du camion qui volait son propre carburant, c'est ce qu'on a compris, pour le revendre à un autre chauffeur. Oui, et c'est une méthode de plus en plus répandue où, le lendemain des faits, le chauffeur qui a vendu l'essence se rend au commissariat pour déposer plainte en se disant victime de vol de carburant. Pour information, les 2 hommes pris en flagrant délit ont été placés en garde à vue pour vol en réunion. On poursuit ce journal des faits divers avec la disparition d'une femme. Ça s'est passé en décembre 2016 à Lagrune-sur-Mer, c'est dans le Calvados. Elle s'appelle Vanessa, elle aura bientôt 40 ans. Elle a disparu alors qu'elle sortait prendre l'air et 2 ans après sa disparition, sa famille reste toujours sans nouvelles d'elle, mais bien décidée à retrouver sa fille. La maman a donc décidé de porter plainte contre X au moment même où un avis de recherche international a été lancé. Vous le découvrez en ce moment sur votre écran. Cela fait 2 ans hier que Vanessa, qui aura 40 ans dans 2 mois, est portée disparue. Le 6 décembre 2016, elle était sortie de chez elle très tôt, vêtue d'une polaire et d'un sweat à capuche sans manches, pour aller marcher, mais elle n'est jamais revenue. Selon sa mère, Vanessa aurait été enlevée et séquestrée. Les gendarmes avaient d'ailleurs travaillé sur cette hypothèse à l'époque. Mais les chiens de recherche avaient perdu sa trace à 150 mètres de la maison en direction d'une digue. Depuis, impossible de trouver le moindre indice. Vanessa n'avait aucun papier sur elle, ni argent. Et pour relancer les recherches, sa mère a décidé de porter plainte contre X. Parce que Annick, sa mère, est persuadée que certaines choses lui sont cachées par les enquêteurs, elle a donc décidé de se porter partie civile et de porter plainte contre X avec l'aide d'un avocat pour avoir accès aux pièces et aux conclusions de l'enquête. Voilà, et dans le même temps, un avis de recherche internationale a été lancé. Un nouvel avis de recherche hors frontières a effectivement été lancé car il se pourrait que de nouvelles pistes soient à explorer 2 ans après les faits.
Voilà, et si vous avez des informations, il y a un numéro. En cas d'information, un numéro avec la... Je vais vous le donner, c'est le 02 31 08 50... moi aussi j'ai du mal. 02 31 08 35 73. 02 31 08 35 73. Merci beaucoup Mathieu. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne, je vais maintenant vous raconter l'histoire poignante de Claudia. Claudia est une survivante d'inceste. Elle a vécu l'enfer dans son propre foyer durant 10 longues années. Les premiers sévices commencent alors qu'elle n'a que 5 ans. Ses oncles et puis son frère vont tour à tour abuser d'elle dans des circonstances atroces. La fillette n'a pas d'échappatoire car, comme souvent dans les affaires d'inceste, sa parole d'enfant n'est pas prise au sérieux. Pourtant, elle va réussir petit à petit à se reconstruire. Elle sera en direct avec nous sur ce plateau dans un instant pour nous raconter son histoire, son combat de chaque instant contre la honte et la souffrance. À tout de suite, en direct sur Énergie 12. Souriez devant votre programme avec Cheers. Album photo, tirage, magnette, Cheers, imprimeur de sourires. Retrouvez votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher. Coin, coin. Les symptômes d'un rhume vous gênent? Allez-y, servez-vous. Et vous faites les choses à moitié. Étagrippal, rhume, rhinopharyngite, Fervex-Étagrippal traite efficacement leurs symptômes pour redevenir vous-même. Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Ah, UPSA. Amour, amour, le parfum de l'amour, Cacharel. Toutes vos boissons préférées en un clic. Tassimo, une touche de bonheur. Et en ce moment, découvrez les nouveautés Tassimo avec l'offre spéciale Noël. La machine à café Happy plus 64 cafés Tassimo vous reviennent à 39 € seulement. Nouveau, Fervex Rhume. Contre les symptômes du rhume, découvrez l'efficacité en comprimé. Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Ah, UPSA. Blini, métissez vos apéritifs. Chez Toys R Us, on aligne tout de suite nos prix si vous trouvez moins cher ailleurs. C'est ça la garantie à pas moins cher. Toys R Us! Si tu es comme moi, tu exiges le meilleur en voyage. Et rien de plus facile que de trouver le meilleur hôtel sur TripAdvisor. Tu indiques simplement ta destination et tes dates, et tu vois apparaître les meilleurs hôtels pour ton séjour. TripAdvisor cherche les prix sur plus de 200 sites de réservation pour te montrer les meilleures offres. Tu profites ainsi du prix le plus bas sur le meilleur hôtel pour toi. Sohibou, c'est ce qu'il y a de mieux. TripAdvisor. Visitez tripadvisor.fr. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous allez tous me faire 280 pompes. Ce cœur aux noisettes. C'est bien ce look. Ça change. Et cette gaufrette croustillante. Comme ça, c'est pas stylé aussi? Et ce chocolat. Recrue, opération Hawaï. On a tous un côté bueno. Swiss made.
Aux Galeries Lafayette, réalisez tous vos rêves de Noël. GaleriesLafayette.com. Quoi de neuf chez Jiffy? La bougie bijou. Le cadeau original 2 en 1. Elle diffuse un parfum subtil et quelques heures plus tard, dévoile un bijou surprise. Faites-lui plaisir et surprenez-la. Avec la bougie bijou au prix surprise de 6,90 € chez Jiffy. Jiffy, des idées de génie. Célébrez les fêtes avec Vistaprint. Les mini-calendriers muraux sont à partir de 4,99 € et les autres formats et types de papier sont à moins 50% en entrant TV Noël sur vistaprint.fr. Bien voir, c'est essentiel. Alors pour nos 25 ans, nous vous offrons 25 000 paires de lunettes. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical. J'ai trouvé la solution pour que notre village rembourse toutes ses dettes. C'est le mélange idéal. Nous sommes passionnés. Waouh! Et vous êtes romantique, hein? Ce qu'on appelle un jumelage réussi, hein? Passez! Allez-y! Ah, c'est pas vrai, c'est une buse. La nouvelle série Dutch Leland, uniquement disponible sur Amazon Prime Video. Smooth & Wave de Babyliss. Un lissage naturel, des ondulations tendance, à vous de choisir. Smooth & Wave 2 en 1. Une innovation Babyliss. Succombez aux saveurs de la sélection de luxe. Les 12 escargots préparés sont à seulement 2,15 € chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Direct Assurance, c'est en moyenne 245 € d'économie pour votre assurance auto. Pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Et selon nos nouveaux clients, c'est aussi le meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, avec la réparation libre, si vous préférez réparer vous-même, nous vous indemnisons directement. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Souriez devant votre programme avec Cheers. Album photo, tirage, magnette, Cheers, imprimeur de sourire. Retrouvez votre programme avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher. Coin, coin. Retour en direct sur le plateau de Crime et Faits divers avec, dans un instant, en direct, un témoignage bouleversant, fort et courageux, celui de Claudia. Elle cache un terrible passé, lourd et insoutenable. Car Claudia a été victime d'inceste à partir de l'âge de 5 ans. Et ce n'est pas un, mais 3 membres de sa propre famille qui ont tour à tour abusé d'elle durant toutes ces années. Des années de cauchemar pour la jeune fille et toute une vie passée à tenter de panser ses plaies. Alors, comment Claudia essaie-t-elle de s'en sortir? Comment survivre à l'insupportable? Elle sera dans Crime et Faits divers pour nous raconter son histoire. Mais auparavant, retour sur l'histoire d'une enfance et d'une vie brisée. Nous sommes à Villecrène, dans le Val-de-Marne. C'est ici que naît Claudia, en 1971. Précédée par 3 frères, elle est la petite dernière de la famille. Son père est fonctionnaire dans les chemins de fer. Sa mère, femme au foyer. Ils sont cousins germains et leurs enfants sont tous nés par accident. Travailleur, le père de Claudia est souvent absent. Sa mère, elle, est complètement dépassée par la vie de famille. Car l'un des frères de Claudia est handicapé moteur. La petite Claudia est légèrement garçon manqué et très futée. Elle apprend à lire avant tout le monde et saute une classe dès la maternelle. Car en réalité, l'école lui permet de s'évader de l'horreur qu'elle vit derrière la porte de sa propre maison. Claudia a 5 ans. Lorsque l'un de ses oncles, le frère de sa maman, l'entraîne de force dans la buanderie pour qu'elle lui montre sa petite culotte. Il va ensuite plus loin et viole la petite fille. Mais le cauchemar ne va pas s'arrêter là. Un autre de ses oncles, un homme en apparence charmant et doux, qu'elle considérait comme un second père, va également lui faire subir le pire. Un soir, alors qu'il est hébergé chez la famille, il se rend dans la chambre de la fillette
et lui impose des attouchements avant de la violer. Des scènes qui se répéteront sans cesse durant des années. Un jour, alors que Claudia a 8 ans, son oncle l'emmène faire un tour dans son camion avec son frère aîné, âgé de 11 ans. Et tandis que son frère, amadoué par une piécette, reste sur le siège passager, l'oncle va une nouvelle fois violer Claudia à l'arrière du camion. Depuis ce jour, un troisième bourreau fait irruption dans la triste vie de la petite Claudia, son propre frère. Il ne va cesser de prendre sa petite sœur pour son jouet sexuel, malgré son jeune âge, en introduisant jouets et objets dans son vagin. Il tentera même à plusieurs reprises de coucher avec elle. Claudia vit un véritable cauchemar. La fillette essaie pourtant d'alerter ses parents à sa manière, mais personne ne veut la croire ou même l'écouter. Et les viols continuent. Alors Claudia écrit, seule, sa douleur et se résigne à souffrir. Un soir, à l'aube de ses 13 ans, Claudia trouve la force de repousser violemment son oncle. La peur change de camp. Il ne l'agressera plus. Plus tard, il sera même incarcéré pour le viol d'une autre fillette. À 15 ans, Claudia parviendra aussi à mettre un terme au viol et aux assauts répétés de son frère. Mais le traumatisme ne cessera de la poursuivre. Ado, elle se réfugie dans l'alcool et la drogue. Puis elle parvient à passer un bac pro de secrétaire et trouve un travail à Paris. Mais malgré ses efforts pour garder la face, ses démons la hantent. Si bien qu'à 18 ans, elle tente de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments. Par miracle, elle survit. Et à son réveil, à l'hôpital, elle décide d'aller de l'avant. Alors, Claudia y parviendra-t-elle? Comment se reconstruire après tant de souffrances? Pourra-t-elle, un jour, retrouver le cours d'une existence normale? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Claudia. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. L'histoire est terrifiante. Franchement, c'est une des histoires sans doute des plus horribles qu'on ait eues dans cette émission. Vous étiez toute jeune, vous aviez 5 ans. Oui, 4-5 ans, quand les choses ont commencé. On se rend compte à cet âge-là que ce qui se passe n'est pas normal? Ah non, pas du tout. Non, parce qu'on mène une petite vie tranquille et ça vous tombe dessus d'un seul coup. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. En plus, ça se passe au sein de la famille. Vous êtes censé pas être en danger. Donc non, on comprend pas, non. Cette famille qui est censée vous protéger, puisque c'est ça aussi, une famille, finalement, c'était devenu un lieu d'horreur? Ah bah oui, c'était ça, ouais, au fur et à mesure. Oui, parce qu'il y a eu les abus et le fait d'essayer d'en parler et qu'il n'y a jamais personne qui vous croit. Au bout d'un moment, c'est plus une famille, quoi. On n'est jamais en sécurité, en fait. C'est toujours vivre sur le qui-vive, de se dire qui va arriver, qui va rentrer dans la chambre cette nuit, Quand ça a commencé, c'est votre oncle qui la première fois a commencé. Vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit c'est un jeu, ça n'arrive qu'une fois, ça ne va pas recommencer? Franchement, je suis incapable de m'en souvenir. Je crois qu'on est dans un tel état de sidération que on comprend pas, quoi. On comprend pas, et c'est comme si en fait l'esprit en fait se divisait, et quand ça se passe en fait on n'est plus là, on réfléchit plus, donc il n'y a plus rien qui il y a juste la violence, mais c'est même pas la violence des gestes qui reste, c'est la violence en fait psychologique. Non, on est incapable de comprendre à ce moment-là. Ça vous arrive de repenser à tout ça? Moi maintenant, parce que j'ai fait quand même un sacré travail dessus.
Bon, là, en ce moment, forcément, avec la publication du livre, le fait d'en parler et tout, oui, il y a certains souvenirs, enfin, il y a certaines choses qui reviennent, les cauchemars la nuit, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de parvenir à faire un sacré travail dessus, donc... Parce que vous avez été, on l'a dit, agressé par 2 de vos oncles, par votre frère également, et quand vous repensez à tout ça, c'est quelle image qui vous vient, la première image, comme ça, qui vous vient à la tête? C'est un moment particulier qui était plus dur ou plutôt un moment plus heureux qui vous vient? Vous pensez à quoi? Quand je repense à ça? Ah, ça va pas être un moment heureux. Non, mais est-ce que c'est un moment, voilà, est-ce que c'est un moment de vie en commun où vous vous dites le bonheur, ça a été ça quand même, ça a été un repas de famille, ça a été... Ah non, j'en ai pas. J'arrive pas. Alors, il y a des fois où je me dis, mais c'est étrange, j'arrive pas à avoir de bons souvenirs. Ça veut dire que vous n'avez jamais été heureuse dans votre jeunesse? Non. Jamais? Non, parce que ça a commencé, j'avais 4 ans. Et après, ça m'a poursuivi en permanence parce que après, j'étais tellement hantée par cette violence en permanence qui m'avait plongée dans une sorte d'angoisse et de terreur que si les moments où j'allais bien, où je me sentais bien, oui, si c'est quand j'étais plongée dans mes bouquins ou quand je partais marcher toute seule au bord de mer ou quand j'allais grimper sur les falaises, enfin c'est quand j'étais vraiment seule avec moi-même. Par contre, les nuits, ça me plongeait toujours dans la terreur, quoi. C'était vraiment... J'ai 5 ans, je voudrais mourir. J'ai 5 ans, je voudrais m'enfuir loin, très loin. Ouais. Ben, en fait, là, comme je ne pouvais pas parler, puisque quand j'ai essayé d'en parler, personne ne me croyait, ma manière de libérer en fait la souffrance, c'était d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire très jeune, je ne sais plus quel âge exactement. Et j'avais quand même malgré tout toujours cette peur en fait que quelqu'un tombe sur mes cahiers. Donc au final, j'ai très vite appris à écrire la souffrance et la peur à travers de la poésie. Je n'écrivais pas exactement ce qui se passait, c'était vraiment voilà, traduit par de la poésie. Ça m'a toujours suivi ce bonheur d'écrire la poésie, quoi. Et on se dit que la vie est insupportable? Ah oui. Enfant, non. Enfant, tant que les faits sont là, qui continuent en permanence, on subit, puis on attend. Parce qu'on se dit qu'à un moment donné, on va devenir grand. Et quand on va devenir grand, logiquement, on devrait pouvoir arriver à se défendre contre toutes ces personnes, contre les adultes. Donc on attend, en fait. On attend la fin. Et après, le problème, c'est qu'une fois que ça s'arrête, c'est qu'il faut arriver à vivre avec les conséquences. Et là, c'est encore un autre... Quand vous étiez plus jeune, vous dites « j'ai voulu en parler ». Et en fait, personne ne m'a cru, personne ne m'a écouté. À qui vous avez essayé d'en parler? J'ai essayé d'en parler à ma mère, en fait, 2 fois. Parce que pour moi, c'était logique que c'était ma mère qui devait me croire, m'écouter, me prendre dans ses bras, me rassurer, etc. quoi. Mais, elle vous a répondu quoi? Cette fois-là, donc la première fois où j'ai essayé de lui en parler, donc on avait notre oncle qui venait manger à la maison et je lui ai dit donc que je voulais pas qu'elle me mette à côté de lui parce qu'il me faisait du genou et elle a rigolé, elle a pris son verre d'apéritif et elle est partie boire l'apéro avec lui. Elle m'aurait mis un coup de poignard dans le dos, c'était pareil, quoi. Donc ce soir-là, je me suis dit ok, donc ce soir, j'y passe encore, quoi. Ouais. Il y a cette pression des oncles et puis il y a votre frère aussi qui à un moment donné bascule également dans cette horreur en vous faisant des choses à vous aussi. Ouais. Il y a pas de degré dans l'horreur, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est presque pire en fait? Non, je crois que je suis tellement blasée, enfin c'est pas blasée, mais mon frère, ça commence, je crois que j'ai quelque chose comme 8 ans. Donc ça fait déjà 4 ans que je subis les assauts de mon autre oncle. Donc je crois que je suis blasée. Enfin, pour moi, je suis un objet sexuel, donc c'est presque une continuité. À la limite, ça me surprend même plus, quoi. C'est comme ça. J'attends. J'attends qu'un jour tout ça s'arrête, quoi. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec ces gens-là? Non. Donc vous êtes Non. Il y a l'oncle que j'appelle l'oncle principal. Je sais qu'il est un région de Cherbourg. Je l'ai jamais revu et je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. L'autre oncle s'est suicidé
Et mon frère, si, j'ai essayé d'en parler un jour avec lui parce que voilà, j'étais dans ma période de reconstruction, je voulais mettre les choses à plat et puis je voulais comprendre pourquoi qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Mais il a tout nié en bloc. Et il n'a pas voulu en entendre parler, il a tout nié en bloc. Donc j'ai Vous attendiez quelque chose de sa part? Oui. Vous attendiez des mots? Vous attendiez oui, j'aurais voulu comprendre et puis savoir quel était son ressenti aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que, comment il le vivait, quoi? Parce que moi, je sais pas, je serais à sa place. Moi, je pourrais pas vivre avec ça, quoi. Donc, et puis. Vous attendiez qu'il vous demande pardon? Ou ça suffit pas? Ou ça n'a pas d'intérêt? Ouais, si, quand même. Je pense que le pardon compte. Après, c'était le fait d'essayer de comprendre. Je sais aussi que voilà, on a eu une enfance pas facile, des parents un peu, une éducation un peu bizarre, un peu spéciale. Et donc, c'était d'essayer de comprendre et de. Je sais pas si c'était un pardon, peut-être. Franchement, je sais pas. Et vous seriez prête à pardonner? Pour moi, toutes ces personnes-là maintenant font plus partie de mon existence. Donc, moi, j'ai fait mon chemin. J'ai appris à vivre avec les cicatrices, avec ce passé. On vit ou on survit? Maintenant, je vis. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je suis restée en survie quand même de nombreuses années. Il faut un sacré travail, il faut arriver à un moment donné à ce qu'il y ait le déclic pour se dire waouh, mais là il faut faire quelque chose parce que sinon je meurs, quoi. C'est à un moment donné, de toute façon, l'inceste c'est un meurtre invisible. C'est un meurtre psychologique. Donc en surface, on a l'impression que les gens vont bien parce qu'on est obligé de faire face à la société qui est pas à l'écoute et qui a tendance à minimiser en fait l'inceste parce que la société a tendance à rester sur les faits, la violence vraiment de l'acte, mais derrière il y a toute la violence psychologique et toutes les conséquences que ça entraîne, mais ça entraîne sur toute une vie. Et pour moi c'est vraiment un meurtre invisible en fait. Et oui, aujourd'hui je peux dire je vis, comme je le dis dans mon livre, mutilée mais heureuse. Mais on va dire que c'est quand même assez récent. Et je précise qu'il n'y a pas de procès, parce qu'il y a prescription. Il y avait prescription. Voilà, donc on est obligé de dire que toutes ces personnes sont présumées innocentes. Oui, ouais. Donc vous parlez. Merci Claudia, en tout cas vous avez raconté votre histoire et votre combat dans un livre qui s'appelle Derrière la porte, l'inceste, survivre et renaître, et c'est aux éditions Lierre et Coudrier, et c'est un livre vraiment bouleversant. J'ai lu quelques lignes tout à l'heure à l'antenne et c'est vrai que quand on plonge dans cette façon que vous avez d'écrire ces moments-là, les mains de votre oncle par exemple, c'est très touchant. Merci beaucoup. C'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi en direct à partir de 13h35 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À lundi, et d'ici là, soyez prudents.